Cet épisode vous est présenté en partenariat avec Nuvei. Je suis ravi de m'associer à eux parce que leur approche du paiement correspond exactement aux enjeux dont on parle ici. Nuvei, c'est une plateforme qui donne accès à plus de 700 méthodes de paiement à travers le monde. Mais surtout, c'est une équipe et une technologie qui accompagne concrètement les marchands pour construire un écosystème de paiement global, souverain, fiable et performant. Si vous cherchez à optimiser vos paiements, à gagner en autonomie ou à mieux adresser vos clients partout dans le monde, je vous invite vraiment à découvrir ce qu'ils proposent. Pour en savoir plus, rendez-vous directement sur nuvei.com, nuvei.com. En fait, la réflexion côté marque ou côté e-commerçant, elle commence par se dire quelles sont mes spécificités, quels sont mes atouts, quelle est ma position sur le marché, est-ce que je suis leader, est-ce que je suis challenger, etc. Quelle est ma proposition de valeur. De cette première démarche de réflexion, on va définir des intentions de recherche sur lesquelles on est, encore une fois, pertinent, légitime à aller se positionner. Et de cette réflexion-là, on va ensuite produire un contenu, des contenus, pour être plus précis, qui vont venir prouver au robot dans un premier temps et à l'utilisateur évidemment dans un deuxième temps qu'on a, nous, en tant que marque ou en tant que e-commerçant, une réponse pertinente, légitime à l'intention de recherche qui a été tapée par l'utilisateur final sur l'interface de Google ou sur l'interface de ChatGPT ou autre. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Depuis 20 ans, le référencement repose sur un principe simple, celui des moteurs de recherche tels que Google, capable d'analyser des milliards de pages pour proposer une liste de résultats. En parallèle, une autre technologie s'est imposée très différente dans sa logique, les modèles d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT, Perplexity ou Gemini. Ils ne renvoient pas des pages, mais produisent des réponses rédigées, directement inspirées des contenus qu'ils ont analysés. Avec cette évolution, une nouvelle discipline émerge, le GEO, ou Generative Engine Optimization, qui interroge profondément la manière dont les marques gèrent leur visibilité en ligne. Dans ce contexte, de nombreuses interrogations traversent le secteur. Certains redoutent une rupture radicale avec le SEO classique, d'autres s'interrogent sur la façon dont leurs contenus seront interprétés, restitués et même altérés par ces modèles génératifs. Beaucoup cherchent à comprendre sur quoi agir pour rester visible, crédible et utile dans un environnement où le principe même de la recherche évolue. Ce que l'on perçoit déjà en revanche, c'est que les efforts réalisés depuis des années en SEO ne disparaissent pas. Ils deviennent en fait la fondation de ces nouvelles stratégies de visibilité auprès des moteurs génératifs. Pour éclairer ces enjeux, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Job, PDG et cofondateur de Foxglove Partners, une agence spécialisée dans le référencement naturel et qui accompagne aujourd'hui les entreprises dans cette nouvelle phase du digital. Ensemble, nous allons mettre du contexte, démystifier ce qu'est réellement le GEO et comprendre en quoi il prolonge plus qu'il ne remplace les pratiques du SEO.
Nous aborderons également les dimensions plus stratégiques, la protection des marques, l'évolution des usages et la manière dont les retailers et les e-commerçants devront s'adapter à une fragmentation croissante des points d'entrée dans la recherche. Notre échange suivra 3 temps. D'abord, nous reviendrons sur la définition du GEO et sur la façon dont il s'inscrit dans la continuité et l'optimisation traditionnelle. Ensuite, nous verrons comment les stratégies SEO existantes préparent déjà les entreprises à cette nouvelle forme de référencement. Enfin, nous ouvrirons une perspective plus large sur le search, sur l'avenir du search, sur les enjeux de protection des contenus et sur la manière dont les marques doivent penser leur visibilité dans un paysage où la recherche ne se limite plus à Google. Mais avant de commencer, Olivier, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi ce matin. Je suis, comme tu l'as dit, le cofondateur et le président de Foglove Partners, qui est donc une agence à l'origine de SEO et aujourd'hui de SEO et de GEO. Je suis rentré dans ce monde-là, dans cet écosystème-là, il y a une quinzaine d'années en fait, en tant que, non pas en tant qu'expert, mais en tant que client. J'avais à l'époque un business dans tout autre sujet. J'avais une entreprise de traiteurs et de cours de cuisine. Et oui, très différent. Complètement différent. J'étais passé par des écosystèmes digitaux avant cette aventure-là. Et je me suis rendu compte à l'époque que pour générer du lead, il y avait une multiplicité de possibilités, dont celle du SEO à l'époque, dans laquelle je me suis lancé avec des étoiles plein les yeux, pour être très concret. Au moment où j'ai attaqué ce travail-là, en quelques mois, à l'époque ça allait un petit peu plus vite que ça ne peut aller aujourd'hui, on a réussi à augmenter notre lead generation par 3 et à diviser notre coût d'acquisition par 3 aussi, ce qui nous faisait une rentabilité incroyable dans ce canal-là. Donc ça a été mes premiers pas dans ce milieu. Un temps qui est révolu, tout le monde le comprendra. Un temps qui est un peu révolu, en tout cas en termes de rapidité pour obtenir des résultats. La possibilité de ces canaux-là reste la même. Ce qui a changé, c'est le temps qu'il faut pour atteindre des résultats de ce type-là aujourd'hui. Et puis j'ai ensuite intégré un premier éditeur de logiciels. Ensuite, c'est-à-dire en fait après cette aventure en tant que il y a 15 ans. Il y a 15 ans, j'ai décidé de céder mes parts à mon associé, mon ex-associé dans cette entreprise-là. Ouais. Pour plein de raisons, mais globalement ce milieu-là ne convenait plus. Ce milieu-là, c'était exactement défini le milieu du traiteur et des cours de cuisine. Ce business-là. Ton job, c'était la proposition de valeur de l'entreprise, c'était de faire quoi? On était un traiteur à la fois événementiel et à la fois pour des mariages. Ouais. Donc voilà. Et on offrait des cours de cuisine plutôt à vocation team building pour les entreprises. D'accord. T'as fait ça pendant 3 ans à peu près. Et quel était ton rôle? J'étais DG en charge de développer toute la partie commerciale, marketing et la satisfaction client. Encore en 2 mots, que retiens-tu de ces 3-4 années d'expérience? C'est quoi? Tu t'es reparti, on a compris, t'avais envie de changer de secteur. Ouais. Tu repars avec quoi? Qu'est-ce que t'as appris? Je repars à la fois avec la satisfaction d'avoir lancé une première aventure entrepreneuriale, d'avoir découvert ce métier d'entrepreneur, d'avoir réussi à créer une marque, lancer une marque, alors loin d'être seul, j'avais un associé dans ce projet-là, et en même temps une certaine lassitude de ce secteur d'activité pour plusieurs raisons sur lesquelles je m'étendrai pas forcément, et la découverte évidemment de nouveaux sujets, dont celui du référencement naturel à l'époque. Et là, tu rejoins un éditeur de logiciels, c'est ça? Là, je rejoins exactement un éditeur de logiciels qui s'appelle Botify. Ouais. À l'époque, un éditeur de taille assez modeste. C'était une vingtaine de personnes. Ils venaient de faire une grosse levée de fonds. Ils avaient une ambition de développement à l'international. Qu'est-ce qu'ils font, Botify? Botify, c'est un logiciel d'analyse SEO technique. Donc, globalement, en SEO, il y a 3 piliers qui font la performance d'un site. Des piliers techniques, des piliers sémantiques, des piliers de ce qu'on appelle l'autorité. Botify était à l'époque pas très gros, mais déjà avec une technologie extraordinaire. Et depuis, s'est imposé comme le leader de l'analyse SEO technique
en signant des clients comme Amazon, comme eBay, comme en France Fnac Darty. Voilà, la plupart des gros e-commerçants français sont aujourd'hui équipés de cette solution-là. Et la plupart des gros e-commerçants mondiaux, Nike par exemple, ou Walmart, sont équipés de cette techno aujourd'hui. Ok. Voilà. Et donc là, tu rentres chez eux pour faire quoi? Je rentre chez eux en tant que directeur commercial. On m'attribue ensuite le titre de vice-président, toujours en charge des aspects commerciaux. Et donc, dans un premier temps, je m'occupe des équipes commerciales en France, au UK et une partie aux US. Dans un second temps, je me reconcentre sur IMEA pour plein de raisons, et notamment la raison principale étant que le décalage horaire avec les US fait que c'est compliqué de piloter des équipes un peu à droite à gauche, et accessoirement il y a le CEO de la boîte qui est lui-même un excellent commercial qui est basé aux US, et donc voilà, se split les rôles. Donc je m'occupe des équipes commerciales et des équipes ce qu'on appelle CSM également à l'époque, c'est-à-dire des équipes qui sont là pour développer les usages, favoriser la fidélisation client finalement. Et donc c'est le vrai moment. CSM pour Customer Satisfaction Manager. Customer Success Manager. Et c'est finalement là où véritablement j'apprends ce qu'est le référencement naturel. Parce qu'à l'époque, je le voyais plutôt en tant que client. Ouais, là tu passes de l'autre côté. Là, je passe de l'autre côté. J'ai la chance d'être extrêmement bien formé en interne sur ce sujet-là par des gens qui sont des pointures dans ce métier, et je prends très très vite connaissance de l'ampleur et de la complexité de ce sujet qui est passionnant chez Botify. Donc je fais ça pendant 2 ans et demi. Je rejoins à la suite, donc, cette époque-là de ma vie, j'étais parisien. J'ai la volonté à l'époque de revenir vivre à Lyon. Je suis lyonnais d'origine. Je rejoins à l'époque une autre agence, enfin une autre société qui était à la fois une agence et un éditeur de logiciels, une société qui s'appelle aujourd'hui SEMJ, éditeur de logiciels également en SEO, qui a un métier également donc d'agence conseil en SEO à l'époque. Je m'étendrai pas sur cette aventure-là. Ça a duré 18 mois. On n'avait pas un accord fondamental sur la stratégie commerciale et produit. Et étant à l'époque vice-président également en charge des ventes et du delivery, c'était délicat de rester dans ces fonctions. Et donc, à la suite de cette expérience-là, je crée avec Sébastien Barry, que j'ai donc rencontré chez SMJ, Foxglove. Là, on est en quelle année? On est en 2018, avec une approche assez particulière, je dirais, dans notre écosystème. Quelques postulats initiaux, quelques principes initiaux auxquels on essaye de se tenir depuis et qui nous semblent importants. Premier élément, on est focus sur notre métier. On fait du conseil dans le référencement naturel et on ne se diversifie pas sur tous les canaux d'acquisition du marché. Le nôtre étant particulièrement important et complexe, il nous a semblé important de mettre l'effort maximal pour atteindre l'excellence dans notre domaine. Et ça se fait pas simplement en le décrétant et en disant je ne fais que ça se fait aussi en recrutant des consultants qui sont tous des experts, véritables experts, c'est-à-dire qu'on ne recrute que des consultants qui ont tous au minimum, quand ils rentrent chez nous, 6 ans d'expérience en SEO. J'expliquerai peut-être pourquoi c'est important cette notion d'antériorité dans ce métier. Donc on ne fait que ça avec des consultants seniors en s'équipant des meilleurs outils du marché et en attribuant un nombre extrêmement limité de clients par consultant. Parce que globalement, les recettes de notre métier sur le papier sont assez simples. On vend de l'expertise, on vend du conseil, on espère de l'intelligence, évidemment. Ça suppose d'arriver avec des personnes qui sachent de quoi elles parlent, qui sont équipées d'outils qui leur permettent de travailler efficacement et qui ont véritablement le temps de s'occuper des clients dont ils ont la charge. Donc ça, c'est nos 3 principes fondateurs. Donc en fait, vous avez investi la qualité. C'est-à-dire que si je comprends ce que tu es en train de dire, la proposition de valeur que vous avez structurée chez Foxglove, c'est celle qui consiste à dire on prend le temps, on fait les choses bien et on fait uniquement la mission pour laquelle on se dédie, à savoir le référencement naturel, avec des consultants qui ont de l'expérience et qui sont compétents. Exactement. Notre enjeu, notre cap, notre focus, depuis le début, et c'est toujours le cas aujourd'hui, et je pense que ce sera toujours le cas dans la durée, c'est fidéliser nos clients, créer des, entre guillemets, des clients ambassadeurs de Foxglove. On est une entreprise 100% autofinancée et on a voulu se développer petit à petit, step by step, probablement moins vite que beaucoup d'acteurs dans notre métier, mais je pense de façon plus solide, plus durable que, en tout cas, que certains,
peu importe les autres à la limite. En tout cas, on fait notre chemin progressivement, sans viser à être la plus grosse agence du marché un jour, mais en visant d'avoir des clients satisfaits, fidèles, ambassadeurs, et également, et c'est extrêmement important, des équipes qui soient également fidèles, ambassadrices dans la durée. Et c'est l'avantage de ces deux éléments, c'est que c'est des KPI qui se mesurent. Typiquement, on a depuis la création de l'entreprise un taux de reconduction de contrat de plus de 86% par an, qui est un critère qui me semble représenter en tout cas la satisfaction qu'on apporte et qu'on mesure également par notre score NPS qui est de 94% aujourd'hui. Bon, écoute, on peut dire que vous avez réussi à atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, on va ouvrir le débat du SEO vers le GEO. Mais en fait, pourquoi on en parle tant de ce GEO? D'ailleurs, on dit quoi? Faudrait le dire à l'anglaise, à la française, on dit SEO en français, mais c'est prononcé à l'anglaise. Là, on dit GEO parce que G, c'est J. Bref, c'est mieux avec GEO. En fait, en ce moment, comme le sujet est relativement nouveau, il y a beaucoup d'acronymes qui fleurissent. On parle de GEO, de GSO, de référencement sur les IA ou sur les LLM. Globalement, c'est toujours le même concept avec des acronymes un peu différents. Comment je fais en sorte que mon site, ma marque, soit la référence qui va être citée par un outil d'intelligence artificielle. Avant qu'on aille plus loin, je mets deux définitions, enfin une grosse définition qui est importante. Quand on parle de LLM, c'est la technologie qui se trouve derrière les solutions type ChatGPT, Perplexity, Claude et compagnie. Donc c'est une technologie. Et quand on parle d'IA générative dans ce podcast, de moteur génératif, on parle des mêmes applications. Exactement. Voilà. Comme ça, on n'a plus besoin de revenir dessus. On peut y aller avec les acronymes. Exactement. Donc, on va parler de GEO, on va parler de référencement sur les IA, on va parler de tous ces sujets-là. C'est globalement le même principe. Bon, on observe une hausse de plus en plus forte qui s'accélère de l'utilisation de ces plateformes type ChatGPT et ça se démocratise. Et d'ailleurs, je crois que à l'échelle des technologies, on n'a jamais vu un taux d'adoption aussi rapide. Alors, je saurais pas m'exprimer sur cette question-là. Mais quand tu repenses il y a 3 ans, quand tu parlais autour de toi de l'IA générative, on pouvait te regarder avec des grands yeux si t'étais pas un peu dans la tech. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise, les enfants l'utilisent, c'est devenu relativement universel. Ouais, je sais pas s'il y a pas de précédent d'une techno qui aurait pas été adoptée plus rapidement. Ce qu'il y a de certain, c'est que ça se développe à vitesse grand V en termes d'usage et que effectivement, c'est un des canaux d'acquisition de visibilité dans un premier temps et de trafic dans un deuxième temps qui est le plus en croissance. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il faut se dire que finalement les moteurs type ChatGPT, Gemini et compagnie viennent prendre des parts de marché à Google? Est-ce que l'utilisation de Google diminue pour autant? Alors c'est une excellente question et c'est effectivement un point sur lequel il convient d'être précis. Les usages des IA, à commencer par celle de ChatGPT qui est la plus connue et la plus utilisée aujourd'hui, sont croissants. Et pour autant, dans le même temps, ce qu'on observe, c'est que les usages de Google ne décroissent pas. Au contraire, ils augmentent très légèrement, mais ils augmentent quand même. Comment on mesure ça? Comment on le sait que ça augmente? Comment tu sais que Google c'est les informations qui viennent de Google? Oui, enfin c'est des informations qui viennent de Google, qui viennent d'autres sources évidemment, parce que Google a toujours intérêt à parler des usages qui se multiplient. Il y a notamment une étude assez intéressante qui a été publiée par l'Institut Datos, qui est un institut qui appartient à SEMrush, donc un outil assez répandu d'analyse de trafic et d'usage des différents outils. Ça vient de se faire racheter, SEMrush. Tout à fait. qui a été publié récemment et qui nous montre, et c'est vraiment des données hyper intéressantes, que dans le même temps que les usages de ChatGPT explosent, les usages de Google se maintiennent. Et autre information extrêmement intéressante qu'on a pu constater dans cette étude, c'est que l'usage de l'un accroît l'usage de l'autre. Autrement dit, hyper intéressant. Avant d'utiliser ChatGPT, ce que SEMrush démontre, c'est qu'avant d'utiliser ChatGPT, on utilise un peu moins Google que ce qu'on va utiliser derrière quand on utilise ChatGPT. Donc globalement, c'est deux canaux qui se complètent en fait, et coexistent l'un à côté de l'autre. Exactement. Ça veut dire que faut pas baisser les efforts qu'on fait sur Google dans le référencement. Absolument pas, et ce pour plusieurs raisons. Il y a
beaucoup de raisons qui poussent à continuer à faire du référencement sur Google, et notamment, et je pense qu'on rentrera un peu dans le détail tout à l'heure, parce que travailler le référencement de son site pour Google, c'est faire 80% du chemin pour le travailler également dans les LLM. On va y aller, mais justement, avant d'y aller, quand on parle de la recherche d'informations, tout le monde sait comment fonctionne Google, tout le monde maintenant sait comment fonctionne ChatGPT, mais dans Google, ça fait longtemps qu'on pose des questions. Oui. On n'est plus juste en train de rentrer 3 mots-clés. On peut chercher une réponse à la question comment fait-on pour préparer une quiche lorraine. C'est typiquement le genre de question qu'on peut aussi poser à ChatGPT. Comment ça évolue ces usages? Alors, dans notre jargon, on parle de requêtes long tail, c'est-à-dire des requêtes complexes, et ça fait effectivement assez longtemps qu'on observe que les requêtes dites long tail, c'est-à-dire les requêtes longues, précises, complexes, sont absolument prédominantes en termes de requêtes tapées dans Google. Ça a été mesuré, si je dis pas de bêtises, il y a assez longtemps, notamment avec l'apparition de la recherche vocale. Ouais. Et depuis, les usages sont croissants, et donc c'est vrai qu'en tant que commerçant, on a souvent tendance à penser à des mots-clés, à des expressions qui vont nous intéresser et qui vont être des requêtes très top tail, très simples, très précises. Et pour autant, 80% des requêtes qui sont chaque jour tapées dans Google sont des requêtes de middle long tail, c'est-à-dire des requêtes qui sont précises, qui sont longues. Et donc ce phénomène, finalement, avec les IA, il change pas, il s'amplifie. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est pas une URL, c'est une réponse. Ce qu'on cherche, c'est exactement ça. Alors, il va falloir dissocier en fait des différentes typologies de requêtes. Il y a des requêtes qu'on va appeler informationnelles. Ouais. Et donc, quand je recherche une information, une réponse précise à une question que je suis en train de poser, effectivement, je cherche une réponse. Et Google a pris l'habitude de nous servir ces réponses-là sous, on va dire, si je simplifie un peu, au moins 2 formats, si ce n'est plus. Un premier format qui est, je te propose un lien vers lequel tu vas aller cliquer. Et un deuxième format qui était ce qu'on appelait à l'époque, qui a un petit peu moins d'importance aujourd'hui, ce qu'on appelait la position 0, c'est-à-dire un premier encart de réponse qui me donne une synthèse de réponse à la question que je lui posais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien en SEO depuis longtemps. Et aujourd'hui, avec les LLM, on observe que ces usages sont croissants et que ces outils-là sont particulièrement adaptés à me donner une réponse précise et détaillée à une requête informationnelle que je vais taper. Puis ensuite, on a des requêtes qu'on va appeler transactionnelles. Je cherche un produit, je cherche un service, etc. Et donc, jusqu'à présent, Google nous servait des liens cliquables, que ce soit des liens vers une URL, des liens vers une image, des liens vers une vidéo, etc. Et donc, on a ça d'une part. Et puis, on a aujourd'hui ce que ChatGPT va pouvoir nous proposer, c'est-à-dire une recommandation de produits ou de services qui vont correspondre à mon intérêt, à ma recherche, et qui vont petit à petit m'inciter à aller vers du clic. Mais dans un premier temps, ce que ChatGPT va me donner, c'est une réponse souvent sous format textuel qui va m'aider à clarifier ma demande. Et donc, en fait, ChatGPT, alors je parle de ChatGPT comme je parlerai des autres LLM, évidemment. Ouais, par simplicité, je parle principalement de ChatGPT. ChatGPT va me donner un bout de réponse, va chercher à clarifier mon intention de recherche et va petit à petit m'amener à du clic au final, ce qui provoque le fait qu'en termes de volume de clics qui viennent de ces outils-là, on est sur des volumétries qui sont beaucoup plus faibles, puisque avant d'aller au clic, il y a tout un parcours qui est fait par l'utilisateur dans l'interface. Mais est-ce qu'ils sont mieux qualifiés? Mais évidemment, des clics qui ont une valeur marchande quelque part qui est largement plus élevée, puisque finalement, quand l'utilisateur vient sur le site, il a probablement déjà décidé d'acheter, de remplir un formulaire de contact ou autre, parce que il a fait tout son parcours de réflexion à travers l'interface de ChatGPT. Justement, quand on parle de GEO, on va rentrer un petit peu dans le dur. De quoi parle-t-on exactement? Parce que là, tu viens de définir le contenu qu'on utilise, enfin qui nous est présenté dans ChatGPT. Ce contenu, pour qu'il apparaisse, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que créateur de contenu? Que l'on soit une marque, un retailer, un e-commerçant ou autre même, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et pour ça, le lien entre les deux, c'est quoi? C'est le GIO? Comment on le définit exactement, ce mot? Le GIO, encore une fois, on va utiliser cet acronyme-là, c'est effectivement faire en sorte que mon site, ma marque, soit cité comme référence par une IA. Je précise une chose, on enregistre aujourd'hui, on est le 24 novembre, Ouais. On est en France.
Et donc les usages des IA, on a beaucoup l'habitude, nous aujourd'hui en France, d'utiliser effectivement ChatGPT. Il y a un élément dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est l'arrivée de Google AI Overview, qui est donc l'équivalent quelque part, je simplifie un peu, de ChatGPT intégré directement dans Est-ce que c'est pas Gemini l'équivalent de ChatGPT chez Alors, Google? Alors Gemini, c'est le nom de l'algo. Ouais. Google AI Overview, c'est l'affichage d'un résultat résumé à la question que j'ai posée directement dans l'interface de Google. D'accord. Donc ça se passe sur l'algo de Gemini. C'est un mode d'affichage de l'information. Qui est accessible depuis une URL spéciale ou directement intégré dans la recherche Google? Qui est directement intégré dans l'interface de Google, pas en France encore, mais qui est déployé aujourd'hui dans beaucoup de pays dans le monde, les US évidemment. La plupart de nos voisins européens ont cette fonctionnalité-là qui est activée. Alors pourquoi pas nous? On peut faire beaucoup de suppositions. On suppose que c'est pour des questions législatives et notamment par rapport à ce qu'on appelle les droits voisins dans les médias, que Google AI Overview n'est pas déployé encore aujourd'hui en France. Bon, je pensais Il est plus que probable que ce soit déployé prochainement. Ok. Je pensais qu'il y avait une notion européenne sur les droits voisins, une législation européenne, mais peut-être que les déclinaisons dans les pays sont pas faites de la même façon et que chez nous, on va aller un peu renforcer ce que le droit européen est venu imposer. Ce que je te disais, c'est qu'on est dans des suppositions. Google n'a pas communiqué sur ce sujet-là. Alors on va pas commenter l'absence de commentaires. Voilà, exactement. Donc Google va déployer une solution à terme, c'est à peu près certain, en France équivalente à ChatGPT. Donc le GEO, c'est pour pouvoir, en tant qu'éditeur de contenu, être cité par ce genre de plateforme. Exactement. C'est ça le sujet. Et donc la question était, si je me souviens bien, comment ça fonctionne. Ouais. C'est ça. Alors, comment ça fonctionne? Parce qu'il faut d'abord être lu. Il faut savoir coucou, ChatGPT, j'existe. Quand tu te poses ce genre de questions, moi, j'ai une super réponse. C'est un peu ça, quelque part. Exactement. En fait, en SEO, c'est-à-dire l'optimisation de mon site pour Google, comme en GEO, on a des typologies de critères qui vont être semblables. Il y a effectivement, tu le disais, pouvoir être lu, c'est évidemment un premier élément, et ça va faire partie des critères techniques. Créer un site qui mette en avant, aux yeux des robots de Google, des robots de ChatGPT, ce qu'on appelle dans notre jargon des crawlers, l'information que je veux voir référencée par le moteur. Ces critères techniques, ils sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce que c'est la façon dont je vais structurer, prioriser, hiérarchiser l'information que je veux partager au robot. Et par expérience, c'est souvent un des éléments du référencement naturel qui est très perfectible. Extrêmement perfectible parce que plein de raisons, j'entrerai pas forcément dans les détails, il y a des multiplicités de raisons. Donc là, c'est le la constat, technique. c'est que les critères techniques sont effectivement des critères qu'il faut absolument travailler. Deuxième. Là, on est dans le code, quand on parle de technique. On est dans le code, on est dans de l'architecture de site, on est dans du maillage interne, on est dans de la donnée structurée, bref, on est dans un certain nombre d'éléments techniques qu'on va mettre en place sur un site, de sorte à ce que le robot puisse interpréter efficacement l'information que j'ai envie de lui transmettre. Ok. En ayant en tête que l'objectif du robot, lui, c'est de satisfaire l'intention de l'utilisateur, évidemment. Donc, il y a un travail d'alignement entre ce que moi, comme marque, j'ai comme spécificité à promouvoir, quels sont les critères sur lesquels je suis légitime et comment je vais présenter ça à Google. Donc, des critères techniques, on en a parlé, des critères également sur la partie contenu. Contenu, évidemment, on pense beaucoup à du texte. De plus en plus, les robots ont capacité d'analyser d'autres choses que du texte. Donc, il y a du texte, il y a de l'image, il y a potentiellement de la vidéo, des infographies, etc. qu'on va mettre en place, encore une fois, pour satisfaire l'intention de l'utilisateur qui m'intéresse et que je vais intéresser comme marque. Donc la technique, c'est facile de comprendre ce qu'il y a. On a optimisé d'un point de vue technique pour que le robot puisse facilement comprendre ce qu'il y a. Ça, c'est la technique. La légitimité, c'est dire, voilà, tu cherches ça comme information et le contenu que je te propose, il t'apporte la preuve que c'est légitime. Est-ce que c'est correct de le penser comme ça? C'est globalement comme ça. En fait, la réflexion côté marque ou côté e-commerçant, elle commence par se dire quelles sont mes spécificités, quels sont mes atouts,
Quelle est ma position sur le marché? Est-ce que je suis leader? Est-ce que je suis challenger, etc. Quelle est ma proposition de valeur? De cette première démarche de réflexion, on va définir des intentions de recherche sur lesquelles on est, encore une fois, pertinent, légitime à aller se positionner. Et de cette réflexion-là, on va ensuite produire un contenu, des contenus, pour être plus précis, qui vont venir prouver au robot dans un premier temps et à l'utilisateur évidemment dans un deuxième temps, qu'on a, nous, en tant que marque ou en tant que e-commerçant, une réponse pertinente, légitime à l'intention de recherche qui a été tapée par l'utilisateur final sur l'interface de Google ou sur l'interface de ChatGPT ou autre. Donc, et là, je vais te faire la question qui permet la transition vers la question que je veux te poser. Mais alors, c'est la fin du SEO. La réponse est dans la question, probablement pas. Mais justement, est-ce qu'une différence entre le SEO et le GEO, c'est que dans le GEO, il faut imaginer les questions que peuvent se poser les clients potentiels pour apporter les réponses à ces potentielles questions. Est-ce que c'est juste ou pas de réfléchir comme ça? Alors c'est effectivement juste, d'autant que les LLM utilisent ce qu'on appelle le système de query fan-out. C'est-à-dire que je pose une question à ChatGPT. ChatGPT va lui-même séquencer la question que je lui ai posée pour poser tous les sous-jacents de ma question, aller interroger un maximum de sources qui répondent aux sous-jacents de ma question et construire en retour une synthèse d'une réponse qui répond à l'ensemble des sous-jacents de ma question. Donc effectivement, dans la démarche côté robot, comme du coup par miroir dans la démarche côté e-commerçant comme côté marque, on doit effectivement réfléchir à quels sont les sous-jacents de l'intention de recherche que je suis en train de viser pour ensuite produire des contenus qui vont venir prouver au robot ma légitimité à un maximum de sous-jacents que je suis en train d'adresser, ce qui va permettre que le robot vienne prioriser la citation de mon site plutôt qu'un autre, puisqu'il aura identifié que oui, j'ai une vraie zone d'expertise sur la thématique que je suis en train d'adresser. Et ça concerne aussi bien des sujets très techniques que des sujets en apparence très simples, de type je cherche une poignée de porte en laiton pour décorer une porte moderne, que peux-tu me proposer, ChatGPT? À partir de cette principale requête, il va y avoir une multiplicité de sous-requêtes qui vont être posées par ChatGPT, une multiplicité de contenus qu'on va mettre sur le site qui vend des poignées de porte en laiton, qui vont permettre à ChatGPT d'identifier que mon site, oui, est légitime là-dessus. Et tout ça, on va le hiérarchiser, parce que tout ça est une boucle. On parlait des critères techniques en premier lieu, mais on va aussi revenir à ces critères techniques. Une fois qu'on aura produit ces contenus-là, on va les hiérarchiser techniquement à l'intérieur du site, de sorte qu'on prouve et qu'on envoie tous les signaux qui vont bien au robot pour montrer notre légitimité sur cette thématique. Il y a une notion que j'ai entendue régulièrement quand on parle de GEO et d'LLM, c'est l'autorité. Ouais. Comment on rend son contenu identifié comme un contenu d'autorité? Est-ce que c'est juste d'aborder ça? Est-ce que c'est le bon moment de le faire par rapport à ce que tu viens de dire? C'est tout à fait juste et c'est le bon moment puisque c'est le troisième pilier, en fait. Des critères techniques, des critères liés au contenu et des critères liés à l'autorité. L'autorité, elle est calculée quelque part par le moteur qui va trouver une multiplicité de sites sur le web qui traitent des mêmes typologies d'intention de recherche. Donc une fois qu'on a structuré un contenu efficace, qu'on a structuré un site efficace, ce qui va venir faire accélérer le positionnement de mon site comme référence pour ChatGPT et compagnie, c'est effectivement le critère de l'autorité de mon site ou de l'autorité de ma page. Et donc, comment ça se travaille, ce point-là? Encore une fois, en rétro-ingénérant ce que fait ChatGPT, c'est-à-dire que ChatGPT calcule l'autorité d'un domaine ou l'autorité d'un site sur une question posée en ayant identifié qu'il y avait d'autres sites ailleurs, non pas le mien, qui font référence au mien, qui donc me citent pour confirmer que mon site, ma page, mon produit, etc. sont des réponses pertinentes, intelligentes, efficaces à la question que j'ai posée à ChatGPT. Et si on y réfléchit bien, en fait, ce critère-là, il est très très proche finalement dans son fonctionnement avec ce qu'on connaît en SEO depuis très longtemps, ouais, qui est le critère également qu'on appelle d'autorité et qui vient non pas de citation en tant que tel, c'est-à-dire pas le fait d'avoir juste mon nom traité en tant que tel sur un autre site, mais le fait d'avoir un lien entrant le déclinisme
netlinking. Le netlinking, exactement. Là, c'est de ça dont on parle ou c'est autre chose ou autre chose? Tu parles du nom. Est-ce que ma marque citée par un autre site suffit à renforcer finalement l'autorité de mon propre site, de mon contenu? Comment ça fonctionne? Ou alors il faut qu'il y ait un lien d'un autre site qui pointe vers le mien? Alors, sur le principe, oui, à condition, et c'est extrêmement important ce à condition que cet autre site-là soit lui-même considéré comme une référence par ChatGPT, comme un site faisant autorité dans la thématique que je suis en train d'adresser. Prenons l'exemple, pour être concret, un vendeur de voitures qui a un nouveau SUV mis sur le marché. Si un site de contenu éditorial, un magazine de automobile parle de cette marque et de ce modèle de SUV, ça va venir aider le contenu du site du constructeur de voitures. En revanche, si c'est le journal de Mickey, qui parle de ça, là, il y a de bonnes chances que ce soit beaucoup moins efficace. Alors, j'ajoute une précision importante ici. Ce fonctionnement général, c'est le même fonctionnement que ce que Google connaît depuis très longtemps. Aujourd'hui, les LLM hors Google, donc ChatGPT, Perplexity, etc., sont, en termes de protection de leur algo, beaucoup moins puissants, beaucoup moins structurés que ce que Google peut être. Et donc, quand on fait ce travail-là, il arrive de constater que des sites qui, vus à travers les yeux d'un être humain ou à travers les yeux d'un outil ou à travers l'expertise d'un expert SEO, serait un site non considéré en SEO. Parce que dans des métriques SEO classiques, ce site-là ne justifierait pas d'une autorité quelconque. Pour autant, ChatGPT aujourd'hui va peut-être lui attribuer une certaine autorité, et donc c'est ça qui est un des travaux qui doit être mis en place quand on travaille. Alors c'est pas le seul, un des travaux, pardon, j'ai fait une belle faute de français, qui doit être mis en place quand on travaille le référencement de son site sur ChatGPT, c'est d'identifier quels sont les sites qui font autorité aux yeux de ChatGPT, pour ensuite faire en sorte que ce site-là cite mon produit, cite ma marque. Ouais, c'est un peu vicieux ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour nous, en tant que professionnels humains, on va dire non mais ce site, il peut pas faire autorité, c'est trop éloigné de mon secteur d'activité, de ma façon de voir, de ma ligne éditoriale, enfin il y a plein de raisons pour pouvoir l'écarter. En revanche, comme ChatGPT le considère comme un site d'autorité, je vais devoir faire l'effort d'aller produire du contenu dessus. Comment c'est à comprendre? Alors, je dirais que aujourd'hui, dans ce qu'on constate, et important de mettre de la nuance dans tout ce que je t'explique là ce matin, c'est que tout ça évolue beaucoup et très vite. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y aura pas forcément une différence fondamentale de thématique. En revanche, là où on peut constater des différences assez costauds, c'est que certains sites seraient tout à fait déconsidérés à travers les yeux d'un expert SEO, parce qu'en termes de métriques SEO, ce site-là ne possède pas intrinsèquement une autorité suffisante pour venir booster mon site, là où ChatGPT, lui, a calculé le score d'autorité de ce domaine-là, de ce domaine référent-là, de façon un peu particulière, un peu spécifique, qui n'a pas été considéré par Google, mais qui a été considéré par ChatGPT. Donc si je reprends mon exemple, probablement qu'il ne faudra pas que j'aille publier un lien sur le journal de Mickey, si je suis un constructeur automobile. En revanche, je vais peut-être avoir à réfléchir au moins, et ensuite je décide, je suis pas obligé de faire tout ce que le moteur attend, je décide si je dois publier ou pas un contenu sur un site de blog, par exemple dans l'automobile, qui aurait des mauvaises métriques SEO, mais qui aura un facteur d'autorité important aux yeux de ChatGPT. Du coup, le moteur de recherche de demain, c'est quoi? C'est Google, c'est ChatGPT, c'est qui? Alors ça, c'est une excellente question. Les autres étaient très bonnes, évidemment, mais ça, c'est vraiment une question qui est importante. En fait, qui sera le moteur de recherche de demain? Il y a plusieurs sous-jacents à cette question-là. Le premier sous-jacent, c'est évidemment un volume d'utilisateurs. C'est les utilisateurs finaux qui vont définir qui va être le moteur de recherche de demain. Et par rapport à ça, les utilisateurs vont probablement continuer de se diriger vers les outils les plus fiables, les plus rapides, les plus exhaustifs par rapport aux questions qui ont été posées. La question sous-jacente de ta question, c'est est-ce que ChatGPT OpenAI va venir tuer Google sur le marché du search? À mon sens, je mets un gros point d'interrogation avec quelques éléments derrière de réponse derrière ce point d'interrogation. Ce qu'on peut constater, c'est que quand on regarde Google, ça reste
le moteur de recherche qui a les parts de marché et donc les parts d'utilisateurs les plus importantes et de très loin vis-à-vis d'un OpenAI. Ça reste également, dans ce métier du search, le moteur de recherche qui a un business model qui est établi, qui est extrêmement rentable. Alphabet a publié il y a quelques jours ces chiffres. Ils sont encore en hausse. 100 milliards de... 103, je crois. Voilà. De milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le 3e trimestre. C'est ça. Record absolu. Record absolu, alors même que la croissance des usages de OpenAI est d'un des sujets qui occupe le plus la place. Parce que c'est exponentiel. C'est exponentiel, absolument. Et ça vient aussi, je pense, et quand je dis je pense, c'est la combinaison des avis des experts chez nous, que ça vient aussi du fait que aujourd'hui Google a une fiabilité largement supérieure aux résultats que peuvent me donner un ChatGPT ou d'autres outils sur du search. Ça vient de plein de critères. Je sais pas si c'est le lieu de rentrer dans la multiplicité de ces critères, mais on en a tous, je pense, fait l'expérience. Je pose une question à ChatGPT et il me répond un peu ou complètement à côté de la plaque dans certains cas. Et donc le potentiel que ChatGPT vienne demain remplacer Google sur ce marché-là n'est pas impossible du tout parce que la croissance des usages fait que c'est un concurrent extrêmement sérieux pour Google. Mais aujourd'hui, fin 2025, le constat est clair, Google garde une prédominance très très forte dans ce métier. Je crois qu'on peut être d'accord pour dire que OpenAI est venu apporter une forme de concurrence à Google et Google n'était plus aussi habitué que ça à avoir une concurrence frontale et peut-être que c'est ça qui fait accélérer tout le monde pour des outils encore plus performants. Mais du coup, quand je t'écoute parler, la question qui me vient, le référencement de demain, comment on le fait, le référencement naturel? Est-ce que on peut avoir 2 stratégies? Est-ce que on doit d'abord en avoir une, puis en construire une autre? Comment on fait? Alors, j'en reviens aux critères du référencement. Aujourd'hui, on a de la chance, quelque part, que ce soit en tant qu'e-commerçant, que ce soit en tant que marque. Les critères qui sont pris en compte, les typologies, on va dire les familles de critères qui sont pris en compte par les différents outils, Google ou ChatGPT, sont dans les grandes lignes très comparables. Donc, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas à faire un choix définitif ou à démultiplier de façon colossale les investissements pour être correctement référencé sur ces outils-là. Quand on référence correctement son site pour Google sur des aspects techniques, on fait le travail nécessaire pour être correctement référencé par ChatGPT. Quand on produit du contenu en pensant à Google, on va en partie répondre aux attentes qu'aura un ChatGPT. Quand on travaille l'autorité d'un domaine pour Google, on va aussi faire ce travail-là en partie. Donc, si j'essaie de te donner une réponse construite et assez claire, quand j'ai fait ce travail-là pour Google, on peut estimer qu'on a fait environ 80% du chemin pour aller se référencer sur ChatGPT et qu'il va falloir faire ces 20% restants. Comment ? Quand on regarde les aspects contenu, en allant travailler ces fameux query fan-out, produire du contenu qui permette à ChatGPT d'identifier que mon site est réellement un site d'autorité dans la thématique que je veux adresser, et en allant récupérer les sources d'autorité qui seraient déconsidérées par Google, mais que ChatGPT va considérer lui. Alors, mais quand je suis ton raisonnement, est-ce qu'il est correct d'affirmer la chose suivante? Si une entreprise, un marchand, une marque souhaite investir une stratégie de GEO, mais que le travail sur le SEO n'est pas correctement abouti, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs et qu'une recommandation serait, avant d'optimiser les 20% restants pour les LLM, revenons sur le travail du SEO traditionnel sur les 80% pour structurer des fondamentaux, et une fois que ceux-là seront définitivement, enfin il n'y a jamais rien de définitif, mais seront bien implantés, là on va pouvoir commencer à travailler les 20% restants pour les LLM. Mais imaginez mettre en parallèle une stratégie LLM alors qu'on a finalement une stratégie SEO qui est pas correctement aboutie, ça va être bancal et on risque de pas avoir les bons résultats. Je vais trop loin en disant ça? C'est globalement l'idée. Maintenant, je l'aurais probablement formulé de façon un petit peu différente. Vas-y, parce que moi, j'ai pas le bon mot. On va revenir un petit peu au même, simplement en mettant la nuance suivante, c'est que peut-être que aujourd'hui, quand je démarre
imaginons que je démarre la stratégie de référencement de mon site, peut-être que je vais commencer par penser à mon référencement sur ChatGPT plutôt que de le penser pour Google. Néanmoins, les étapes par lesquelles je vais passer pour optimiser mon site pour ChatGPT, si c'est ma première intention, vont être des étapes que j'aurais également passées si j'avais travaillé correctement pour mon site pour Google. Donc au final, en travaillant l'un, je favorise l'autre, et à la fin, je vais venir travailler les nuances de ce qui va faire ma performance sur Google ou de ce qui va faire ma performance sur une autre LLM. Finalement, tu es en train de me dire que le JO et l'évolution logique du SEO, c'est pas une rupture, c'est quelque chose qui vient s'additionner à une stratégie qui est déjà développée. C'est exactement ça, et j'insisterai même assez clairement là-dessus. C'est une évolution du SEO, et le SEO, c'est un métier qui évolue de façon colossale depuis très longtemps. Mais nativement, il n'a jamais été figé. Ça n'a jamais été figé. C'est une compétition. Du point de vue de l'annonceur, c'est une compétition. Je veux être premier sur tel ou tel sujet. C'est une compétition dans laquelle Google, lui, veut satisfaire l'utilisateur, parce que l'objectif de Google, c'est d'avoir la base d'utilisateurs la plus importante possible, et les taux d'usage les plus importants possibles, parce que ce que Google a à vendre, c'est évidemment de la pub et nos données. Et donc, dans cette compétition-là, Google renforce, optimise, corrige ses algos en permanence depuis très longtemps, et utilise lui-même des algorithmes d'intelligence artificielle depuis des années, même s'il n'a pas forcément mis très en avant ces choses-là aux yeux du grand public. C'est des communications qui ont été faites depuis bien longtemps par Google. On parlait il y a quelque temps d'un algorithme qui s'appelait BERT, qui a fait beaucoup de bruit dans la sphère SEO, qui était déjà un algorithme d'intelligence artificielle. Et donc l'émergence des LLM font que du point de vue du moteur, du point de vue de la façon d'optimiser un site pour le moteur, on est dans une continuité. Pour l'utilisateur, en revanche, c'est effectivement un changement. C'est un changement d'usage. Ça peut être perçu comme une révolution côté utilisateur, côté client, parce que l'interface à laquelle je vais m'adresser va changer dans son mode de fonctionnement. Mais la façon d'être cité par cette interface est globalement assez comparable à ce qu'on va faire dans l'un comme dans l'autre. Est-ce que tu as déjà entendu ou constaté des clients qui... oui, bon, je suis pas très bon en SEO, mais je vais faire du SEA. Mm-hmm. Google, quelque part, te donne l'opportunité de te rattraper. C'est-à-dire que si t'es pas très bon dans ton référencement naturel, tu peux toujours acheter ta présence dans les résultats. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Oui. Mais ça n'existe plus avec les LLM, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Et c'est d'ailleurs un des gros question marks, c'est quel est le business model des LLM dans le marché du search? Et la réponse qui semble la plus évidente, c'est effectivement de faire du trafic ou de la citation payante dans les LLM. Donc oui, on peut effectivement travailler ça sur Google, du SEO et du SEA. Sur ChatGPT, probablement que la suite du modèle, c'est effectivement venir faire payer l'annonceur pour être cité comme un résultat sponsorisé aujourd'hui sur Google. Et c'est pas la même chose que d'avoir naturellement une réponse du LLM quand c'est ChatGPT qui vient naturellement proposer dans sa réponse la solution qui est la tienne en tant que marque, le produit qui est le tien. On est beaucoup plus, en tant qu'utilisateur, enclin à accorder un crédit à ça que de voir que c'est sponsorisé. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir. On est sur des requêtes quand on parle de Google aujourd'hui. Mm-hmm. On est sur des prompts quand on parle de ChatGPT. Ouais. Donc la démarche intellectuelle de l'utilisateur, elle est quand même différente. Les usages dans la recherche évoluent aussi. On est dans un dialogue beaucoup plus affirmé dans un moteur d'IA génératif. Mm-hmm. Ça veut dire, on a commencé à en parler tout à l'heure sur les contenus, les questions-réponses. Ça a quoi comme impact pour les marques, ça? Ça a un impact qui est que, effectivement, l'interface, comment dirais-je, quand je tape une requête sur Google, Google essaye de définir mon intention de recherche et va me proposer des résultats qui correspondent à cette intention de recherche-là. Quand je tape un prompt sur ChatGPT va imaginer ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire les fameux query fan-out, donc les sous-jacents de ma question, va me proposer une réponse par rapport à ces query fan-out et généralement va m'inviter à clarifier, à continuer ma réflexion avec lui. Et donc, il va m'inciter à faire
des nouvelles recherches. Faisons maintenant le parcours côté e-commerçant ou côté marque. Ça suppose que, puisque je cherche à être positionné sur telle ou telle requête transactionnelle, je réfléchisse au parcours de réflexion de mon client en amont avant d'aboutir à une potentielle visite sur mon site, à un potentiel achat, à quels sont effectivement l'ensemble des questions que je dois adresser en tant que marque pour montrer au robot que je suis une réponse pertinente déjà dans un premier temps par rapport à toutes ces questions qu'un utilisateur pourrait se poser par rapport à telle ou telle intention de recherche. Et une fois que je suis une réponse pertinente, comment je fais pour être la réponse la plus pertinente, pour être citée le mieux possible par ces outils-là. Prenons un cas concret d'une fiche produit. Jusqu'à aujourd'hui, une fiche produit, c'est une description détaillée avec des avis, des images, des illustrations. On connaît tous ce que c'est qu'une bonne fiche produit. Non, ok, je te vois faire la bouille. Il y en a certains qui n'ont pas encore tout compris. Mais en théorie, on sait, il y a les standards. Ouais. C'est documenté. On peut trouver des informations pour correctement construire une fiche produit. Il n'y a pas tout le monde le fait peut-être pas bien, mais il n'y a pas une réflexion énorme à avoir pour produire une bonne fiche produit. Cette bonne fiche produit, quand on veut l'augmenter, chercher le bon mot, pour que les LLM viennent la considérer comme un contenu qui vient répondre aux requêtes ou prompts qui lui sont posés, c'est ajouter des questions-réponses. C'est comment on optimise ou on complète ce contenu. Puisqu'on parlait justement de prompt, avec les questions sous-jacentes, là, que tu viens très bien d'expliquer, concrètement, dans une fiche produit, comment on fait apparaître ça? Alors, c'est effectivement très bien qu'on prenne un exemple concret. On va imaginer que je suis e-commerçant et que je vends de l'eau en bouteille. Et je veux donc valoriser ma fiche produit de cette marque d'eau en bouteille. On va faire l'ensemble du parcours. Première question, c'est effectivement où se trouve cette fiche produit sur mon site? Comment est-ce que le robot va pouvoir accéder à cette fiche-là? Et qu'est-ce qui montre dans l'ensemble des signaux que mon site renvoie au moteur la légitimité que j'ai, moi, plutôt qu'un autre, à proposer cette marque d'eau en bouteille? Donc c'est un ensemble de critères qu'on va retrouver dans la globalité du site et dans l'autorité globale que le site reçoit. Et donc ça va être une façon de hiérarchiser l'info. C'est ce que j'expliquais de façon, peut-être dans un langage un peu trop Non, c'était technique. très clair. D'hiérarchiser l'info, d'architecturer mon site pour montrer que je suis un acteur pertinent dans cette thématique-là. Ensuite, à l'intérieur de ma fiche, je vais effectivement mettre un certain nombre d'éléments qui vont être avant tout pensés pour l'utilisateur, qui vont lui montrer mon produit. Alors j'ai volontairement pris l'exemple d'une bouteille d'eau parce qu'on pourrait se dire que c'est un produit un peu simple, mais derrière le e-commerçant qui me propose telle ou telle bouteille d'eau plutôt qu'une autre, il y a un certain nombre d'arguments qui vont faire que cette eau elle est meilleure pour je sais pas quoi, la digestion, le transit, adapté au bébé. Voilà, exactement. Et donc quelle est la spécificité de cette eau? À quelle intention sous-jacente est-ce qu'elle répond? Elle est meilleure pour les bébés, par exemple. Donc, je vais structurer cette information-là. Je vais ajouter ce qu'on appelle des données structurées à l'intérieur de ma fiche produit pour renvoyer un certain nombre d'informations concernant le prix, éventuellement l'état de mes stocks, les notes des clients sur ces produits-là, etc., etc. Des données structurées, il en existe une quantité importante. Et autour de cette fiche produit, je vais probablement venir également construire ailleurs sur mon site des contenus qui vont montrer au robot que j'en sais un rayon sur cette thématique-là. J'en sais un rayon, si on prend l'exemple de l'eau qui serait meilleure pour les enfants, j'en connais un rayon sur ce sujet-là. Je suis légitime dans cette thématique-là. Éventuellement, je vais aussi, à l'intérieur du contenu que je vais produire, aller citer des sources de référence. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand on est sur de l'eau et qu'on parle, par exemple, de un produit qui aurait des bienfaits pour la santé des enfants, on va rentrer dans des algorithmes un peu spécifiques. Quand on est dans une thématique santé, les moteurs font attention à essayer de ne pas envoyer de fake news. Donc je vais produire des contenus dans lesquels je vais parler de la santé des enfants. Je vais faire en sorte que le contenu que je produis lui-même cite d'autres sites d'autorité qui montrent
au robot, que je suis pas en train d'inventer un argumentaire qui ne servirait que mes intérêts et qui en fait ne serait pas cité par des comités scientifiques par exemple. Ça veut dire, si je retiens l'exemple que tu viens de nous donner, le contenu nouveau va pas être sur la fiche produit, mais par exemple dans une page de blog? Exactement. Il peut être dans une page de blog, il peut être dans mes pages de catégorie. Je vais pas faire des réponses un peu à l'emporte-pièce parce que c'est un peu toujours du cas par cas. Mais globalement, oui, je vais créer un contenu nouveau qui montrera au global la légitimité de mon site sur ce produit-là. Comment on peut être GEO ready aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'être? Alors, c'est une très bonne question à laquelle il n'y a pas de bonne réponse. Parce qu'en fait, il faut pas réfléchir le côté en blanc ou noir. Je suis bon, je suis pas bon. C'est une compétition. C'est une compétition. Donc, la question, c'est est-ce que mon site est perçu par les moteurs qui m'intéressent comme plus pertinent que les autres sur la thématique que j'ai envie d'adresser. Donc c'est pas une question de je mets un point rouge, je mets un point vert, et ces points-là, ils sont définitifs. Il faut se méfier des notions de tips magiques, de best practice, etc., qui seraient toujours valables. Ce qu'il y a de certain, ce qu'on connaît, c'est les typologies de critères qu'on va devoir étudier, qu'on va devoir optimiser. J'en ai parlé, technique, contenu, autorité. Et donc, pour être correctement référencé sur les thématiques qui m'intéressent par ces outils-là, il va falloir que j'audite le site, que j'audite les concurrents de mon site également, évidemment, pour comprendre en quoi est-ce que je peux être considéré comme meilleur ou moins bon que les sites avec lesquels je suis en concurrence sur ces outils-là. Et ensuite, quelque part, donner à manger aux algorithmes ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent correctement considérer l'offre que j'ai à proposer. Et alors concrètement, la question que j'ai envie de te poser, c'est quoi la méthode Foxglove là-dessus? Comment vous faites pour justement aller dans le sens que tu viens de décrire? Alors il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'on va se nourrir d'énormément de données. On va utiliser beaucoup d'outils différents qui vont nous permettre d'appréhender l'ensemble des données justement qui sont elles prises en compte par les robots. D'accord. Sur mon site évidemment, et comme je le disais, vis-à-vis des sites qui sont en concurrence avec le mien et qui sont pas forcément toujours ceux auxquels je pense. Je peux être e-commerçant et me retrouver aux yeux de ChatGPT en concurrence avec un site média, par exemple, sur telle ou telle typologie de requête. Donc je vais identifier ma proposition de valeur, je vais identifier les intentions de recherche, et ensuite je vais récupérer toute la donnée qui va me permettre d'avoir des premières hypothèses sur qu'est-ce qui fait la force ou la faiblesse de mon site aux yeux du robot sur telle ou telle intention de recherche. Si on s'arrêtait à de la donnée et à récolter de la donnée, ce serait facile, sauf que des critères, il y en a une foultitude, et donc effectivement ce qu'on amène en plus, c'est la compétence de profils qui sont dans ce métier-là. Depuis, en moyenne, mes équipes ont 11 ans d'expertise dans ce métier-là, et qui donc vont être là pour interpréter ces signaux, classer les signaux entre ce qui compte et ce qui compte moins, et ensuite définir un plan d'action qui va permettre de donner au robot ce dont il a besoin avec un minimum d'effort, un minimum d'investissement côté annonceur pour que ça fonctionne. Alors quand je dis un minimum, ça veut pas dire zéro, mais c'est de rationaliser les investissements dans ce qui fera de la rentabilité au final côté annonceur. Ok, merci pour cette précision. Une question me vient. Comment on fait pour mesurer le trafic qui arrive des ces moteurs de recherche? Est-ce qu'il y aura pas toujours le lien? Alors, c'est là encore une bonne question. En fait, on va mesurer deux choses. On va mesurer le trafic et on va mesurer également les citations. D'accord? Puisque effectivement, on n'aura pas toujours de clics. Et donc, c'est important de mesurer, surtout quand je suis en train de travailler ce sujet-là. Est-ce que le travail que je produit des effets? Est-ce que mon site est correctement cité? Pour mesurer le trafic et pour mesurer la conversion, on va généralement utiliser, on va dire, des outils traditionnels type Google Analytics qui vont nous permettre de repérer cette info-là. Il y a également certains de nos clients qui ont mis en place des enquêtes post-achat. Je vais interroger la personne qui vient de faire une conversion. Comment est-ce que vous nous avez connus? Et ça va nous permettre de mettre de la nuance, ou en tout cas d'apporter des éléments d'information en plus par rapport à ce que me remonte un Google Analytics. Et puis enfin, il existe aujourd'hui de plus en plus d'outils qui vont me permettre de mesurer
la visibilité de mon site, les citations que les IA vont faire sur mon site par rapport à telle ou telle typologie de recherche. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les phénomènes, on aura toujours quelque part, en tout cas pour l'instant, je dis toujours et peut-être pas le bon terme, mais en tout cas aujourd'hui, il existe toujours une sorte de trou dans le moment où l'utilisateur a fait tout son parcours de réflexion sur ChatGPT par exemple. Il identifie que mon produit, ma marque correspondent à l'intention de recherche qu'il a eue et où il va finir son parcours de conversion sur Google. Il va venir taper ma marque ou le nom de mon produit directement dans Google. Et donc là, en termes d'attribution, je vais attribuer le trafic à du trafic direct, à du trafic sur ma marque qui peut être du SEO, qui peut être du SIA, ou du trafic sur mon nom de produit qui peut être du SEO, du SIA aussi. Et je le disais en introduction, aujourd'hui, le search, il est de plus en plus fragmenté. Oui. Mais qu'est-ce qu'on entend? Parce que là, tu viens de le dire, il y a différents moyens de faire du search. Tu vois, on va aller dans ChatGPT, revenir sur Google, mais il y a aussi d'autres plateformes. Facebook, Insta, TikTok, qu'est-ce qu'on peut citer, X, bref, il y en a plein. C'est quoi aujourd'hui la fragmentation? En fait, c'est un phénomène auquel on est confronté depuis très longtemps. Il y a déjà 10 ou 15 ans, on avait effectivement Google qui était pas le seul. On avait Facebook, Twitter à l'époque et d'autres. Depuis, on a eu effectivement Snapchat, TikTok évidemment. Et aujourd'hui, finalement, on rajoute les IA, les LLM. Ce qui est important, et ça c'est des données qui le prouvent, c'est que c'est pour l'instant pas un remplaçant. C'est un canal de plus. Et la bonne nouvelle au milieu de toute cette foultitude de canaux finalement qu'on a à travailler, c'est que au cœur de tout ça, ce qui va faire la performance de mon e-commerce, ce qui va faire la performance de ma marque, c'est le contenu que je vais produire, et que le travail d'un SEO par rapport à cette question de contenu, c'est d'identifier, encore une fois, par rapport au persona que j'adresse, quel est le contenu que je dois produire pour lui plaire, pour répondre à l'intention de recherche que je veux adresser, pour montrer à l'utilisateur final que je suis la meilleure réponse à sa question. Et ce faisant, on va incorporer un certain nombre d'éléments techniques, SEO, etc., qui vont venir également prouver tout ça au moteur. Mais finalement, le travail en amont, c'est un travail d'analyse de data pour comprendre quelles sont les intentions réelles des utilisateurs que je veux satisfaire. Sur cette base-là, je vais produire un contenu et ce contenu-là, je vais l'exploiter en SEO, je vais l'exploiter en JEO, mais je peux aussi l'exploiter pour les réseaux sociaux, je peux aussi l'exploiter pour d'autres sujets, puisque finalement, le contenu, la matière première que j'ai produite, c'est une matière qui est pertinente puisqu'elle répond précisément à l'intention de recherche des utilisateurs que je veux attirer. Donc, le travail, je vais pas le démultiplier sur la partie production, optimisation de contenu. Ok, c'est important que tu le précises. La question, il y a une question en fait sur comment la formuler. Google présente des réponses non interprétées. Globalement, quand tu fais ta liste de sites, c'est pas interprété. Dans un moteur de recherche générationnelle, il y a interprétation. Quelque part, c'est l'algorithme de ChatGPT qui va construire la réponse à l'utilisateur sur la base de ce que tu as dit ou sur la base de ce qui existe que t'as pas forcément dit. Tu peux maîtriser un peu, tu peux protéger tes informations pour ces moteurs de générationnels. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce que tu veux dire, c'est est-ce que demain ChatGPT peut pas se mettre à dire n'importe quoi sur moi? Ouais, exactement, parce qu'il interprète mal, son algorithme déconne, ou parce que il y a de la concurrence qui va venir raconter de la merde sur toi. Ouais. Alors finalement, là encore, c'est pas tout à fait un sujet nouveau, puisque sur Google, on avait aussi les avis, les réseaux sociaux qui vont dire des vérités et des contre-vérités concernant ma marque. Donc la thématique en tant que telle, elle existe depuis très longtemps. Et Wikipédia aussi un exemple. Exactement, Wikipédia, Reddit, Twitter, maintenant X, connaît le champ de foire que ça peut être aujourd'hui et depuis longtemps. Donc ce principe-là, il existe depuis un certain temps et l'approche théorique de cette problématique reste la même, c'est-à-dire prendre la parole, venir expliquer dans le cas présent aux IA, encore une fois, ma différence, ma singularité, ma légitimité par rapport à tel ou tel sujet, et ensuite faire en sorte que j'identifie où est-ce que ça peut parler de moi en l'occurrence de mon site évidemment, pas de ma petite personne, où est-ce que ça peut parler de moi, en bien, en mal, prendre la parole là-dessus et
moi-même faire en sorte que je renforce les signaux d'autorité. Est-ce qu'on empêchera de façon catégorique ces moteurs-là de dire des bêtises une fois de temps en temps? Évidemment non. Mais de la même manière qu'on ne peut pas empêcher que de temps en temps on prenne une mauvaise note dans mes avis Google. Et dans ces cas-là, on va traiter la mauvaise note. On va contacter l'utilisateur insatisfait. On va faire en sorte qu'il soit satisfait. On va faire en sorte qu'il corrige sa note potentiellement. Ça peut être une des approches. On est fin d'année 2025, dans la période commerciale hyper dense. Novembre, c'est le lancement des hostilités commerciales autour des fêtes de fin d'année. Si tu dois donner quelques conseils d'adaptation aux retailers et aux e-commerçants, là, tu leur dirais quoi par rapport à ces questions dont on vient de parler pendant déjà plus d'une heure? Alors, je dirais que si leur enjeu commercial principal, c'est Black Friday ou Noël, malheureusement, c'est trop tard pour le SEO, pour le GEO. Tous ces éléments-là, comme je le disais un petit peu au début, ça prend du temps. La performance en SEO, en GEO, c'est, je dirais, l'inconvénient majeur de ces canaux d'acquisition, c'est que la performance ne se fait pas du jour au lendemain. Leur avantage majeur par rapport à toutes les autres typologies de canaux, c'est que ça va être clairement les canaux les plus rentables, ceux sur lesquels on aura le meilleur ROI, mais il y a une inertie. Donc je dirais à ceux qui n'ont pas démarré le travail que il est urgent de le démarrer pour l'année prochaine. Et pour ceux qui sont évidemment, et c'est quand même évidemment la majorité des e-commerçants en cours de finalisation, bien penser à réoptimiser les contenus les plus stratégiques, à mettre en place tous les signaux techniques qui vont faire en sorte que, par exemple, ma page Black Friday, là, Black Friday, c'est dans quelques jours, soit la plus visible possible aux yeux des moteurs sur mon site, parce que dans quelques jours, si je vends tel ou tel produit et que je veux me positionner sur la requête de tel produit plus le mot Black Friday, j'ai probablement une page sur mon site qui parle de ce sujet-là, et c'est cette page-là qu'il faut que j'optimise à mort d'un point de vue technique, d'un point de vue sémantique et du point de vue de l'autorité. Moi, je vais te poser une question maintenant. C'est quoi ta vision? C'est quoi en 2030 là, les fameuses visions 2030 qu'on commence à voir un peu partout? J'ai été le premier à essayer de faire l'exercice. Mais sur les sujets qui t'intéressent, là, dont on vient de parler, c'est quoi les évolutions auxquelles il faut s'attendre? Il y a plein de mots-clés, de buzzwords comme commerce agentique, des choses comme ça, qui viennent titiller les réflexions. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et quand on ne sait pas, on a peur. Alors, on est bien d'accord, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et je vais pas m'aventurer à faire Madame Irma, à inventer des choses que je ne sais pas. Comme tout le monde, on écoute, on analyse les nouveautés qui apparaissent. Ce qu'on peut supposer de façon assez claire, et aujourd'hui on a quand même beaucoup de points sur la courbe, c'est qu'évidemment les usages des LLM vont aller croissant. Qui va gagner la compétition? J'ai répondu en partie tout à l'heure à quelles étaient mes croyances. Ça veut pas dire que ce sont des certitudes. Est-ce que le e-commerce agentique va se développer? Je dirais que ça dépend beaucoup de est-ce que les utilisateurs vont franchir le cap, et je pense que quoi qu'il arrive, il y aura une sorte de step by step. Je vais probablement pas faire confiance demain à un agent pour aller choisir ma maison, ou pour aller choisir ma voiture, ou pour aller choisir l'école de mes enfants. Je vais peut-être faire un peu plus confiance à cet outil-là, ou en tout cas essayer dans une démarche de tiens, ça m'intéresse, ça m'amuse, je veux voir ce que ça donne, pour acheter quelque chose sans enjeu pour moi. Un crayon. Il y a plein de questions réglementaires autour de ça. Actuellement, la législation ne permet pas de déléguer le paiement à un tiers, encore moins à un algorithme. Ouais. Alors, quand je te réponds par rapport à ça, nous, on a la chance d'avoir pas mal de clients hors de France, et notamment aux US. Et on sait que là-bas, le cadre réglementaire n'est pas le même, particulièrement en ce moment, est beaucoup plus libre, on va dire, que avec ce qu'il y a de positif et bien entendu négatif derrière cette considération que ce qu'on a aujourd'hui en Europe. Mais en tout cas, c'est généralement là qu'on voit les usages naître et ou mourir d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, on sait que sur le marché US, le e-commerce agentique est un des sujets qui affole beaucoup l'écosystème. Est-ce que ce phénomène-là va prendre? On n'en sait rien. Il n'est pas impossible que ça prenne. Je disais, ça va dépendre probablement plutôt
à la fois du cadre réglementaire et des utilisateurs, bien entendu. Mais au final, si on y réfléchit bien, du point de vue de l'e-commerçant, du point de vue du référencement, ça change pas grand-chose, parce qu'aujourd'hui, je cherche à nourrir un algorithme qui lui-même veut satisfaire un humain. Demain, je chercherai à nourrir un algorithme qui cherche à nourrir un agent, qui cherche à nourrir un humain. Donc, il y aura toujours un métier de data analyse derrière tout ça pour comprendre le... Alors là, on est bien d'accord que mécanisme. pour exister, il y a rien qui va changer, ça va se complexifier, mais il y aura toujours ce travail à faire pour pousser la donnée vers les moteurs de recherche / les agents IA qui vont utiliser cette donnée. Mais justement, il y aura des changements pour les commerçants puisqu'il y aura peut-être moins de trafic sur leur site. Tout à fait. Il y aura... Alors, ils existeront, tu vois, un agent IA qui va faire du commerce pour toi auprès d'un commerçant, d'un e-commerçant. C'est toute l'UX qu'il a travaillé sur son site qui finalement ne sera pas utilisé puisque c'est l'agent qui va le faire qui va faire les courses pour toi sur la plateforme. Là, je mets quand même beaucoup de points d'interrogation sur les hypothèses que tu formules. On le voit aujourd'hui. Les bots de ranking de résultats prennent en compte les signaux utilisateurs parmi les critères de performance et donc de positionnement de mon site sur tel ou tel type de requête. Pourquoi est-ce que demain ils minoreraient ces aspects-là par rapport aux agents? Quand on parle du X, on parle de parcours, on parle de clarté de l'information, et je pense que c'est d'autant plus pertinent de simplifier et de clarifier le parcours de demain mon agent, si on prend l'hypothèse que ce e-commerce agentique explose, de simplifier, de clarifier le parcours pour mon agent, qui sera peut-être plus ou moins intelligent qu'un utilisateur lambda. On peut quand même supposer qu'il sera un peu moins intelligent, et donc que il faille d'autant plus le prendre par la main et l'accompagner vers la bonne réponse à la bonne question. Donc, le fait d'optimiser mon site pour ces utilisateurs-ci restera pertinent. Ce qui change, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, on mesure beaucoup la performance en termes de trafic. Ce qui apparaît, et ça c'est déjà le cas aujourd'hui, c'est que la métrique de trafic n'est plus la seule métrique. Accessoirement, la seule et vraie métrique la plus importante, c'est la transfo, la conversion. C'est celle-ci qui compte avant tout, et celle bien avant le trafic. Donc demain, on aura toujours évidemment cette métrique de conversion à suivre. On aura toujours en partie des métriques de trafic. On a aujourd'hui en plus des métriques de citation qui sont importantes. Et tout ça, ça nous donne beaucoup de données sur lesquelles travailler et optimiser les sites. Bon, en conclusion, là, on est à bientôt, on a dépassé l'heure et quart d'échange. La conclusion, le SEO, il est loin d'être mort. Il est clairement loin d'être mort. Il est même vivant. Il est même, on ne peut plus vivant, on ne peut plus utile, on ne peut plus challenger. Et par rapport à tous ces éléments dont on a parlé, notamment toutes ces nouveautés, c'est important de garder un œil aguerri et une analyse régulière de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on lit. Un message que j'ai pas forcément fait passer, mais qui me semble important aussi en termes de conclusion par rapport à tous ces sujets, parce qu'il y a tellement de choses qui sortent tous les jours et qui effectivement peuvent faire peur. En tout cas, c'est nous notre réflexion. C'est si on se lance trop vite sur tel ou tel sujet, potentiellement en tant que early adopter, il est possible qu'on travaille pour rien. Typiquement, on parlait de l'e-commerce agentique. Est-ce qu'il est le bon moment aujourd'hui de se lancer dans ce travail-là? À mon sens, non. À mon sens, aujourd'hui, il est très utile de réfléchir, d'analyser ce qui va se passer, de récupérer les premières données pour être en capacité d'être un early follower et pas d'être un early adopter par rapport à cette thématique-là, qui est peut-être un des futurs du e-commerce, et peut-être que ce sera autre chose. Bon, écoute, merci 1000 fois Olivier pour cet échange. Si on veut rentrer en contact avec toi, j'imagine que LinkedIn est un bon moyen, Olivier Job sur LinkedIn. Sinon, il y a le site. Il y a notre site, foglove-partner.com. Et puis, il y a moi-même. Si vous avez des difficultés à rentrer en contact avec Olivier, n'hésitez pas à me contacter directement via LinkedIn ou via le site lesdigitaldoers.com. N'hésitez surtout pas à partager cet épisode qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube, évidemment sur le site lesdigitaldoers.com. C'est important
de le partager. Merci encore pour tous les commentaires que vous me faites parvenir régulièrement et qui sont une source de satisfaction énorme. Merci encore une fois Olivier pour cet échange de grande qualité qui est un sujet qui passionne tout le monde, interroge tout le monde et sur lequel tout le monde n'a pas forcément d'avis. Donc merci de l'avoir à contribuer à répondre à toutes ces questions-là. Je te dis à très bientôt et bon vent, bonne suite. Merci beaucoup.